Quand on parle de la Première Guerre mondiale, on a tous en tête une image bien précise, n'est-ce pas? Celle d'un conflit purement européen. Mais en réalité, cette image est loin, très loin d'être complète. Faites le test. Si on ferme les yeux et qu'on pense à 14-18, qu'est-ce qu'on voit presque instinctivement? J'imagine que ce sont des tranchées boueuses, des champs de coquelicots, des paysages du nord de la France. Bref, des scènes de bataille européennes. C'est la vision classique, celle qu'on a tous apprise. Sauf qu'elle laisse de côté une partie énorme de l'histoire. Et si on se disait que l'un des héritages les plus marquants de cette guerre, il s'est joué à des milliers de kilomètres de là, sur un tout autre continent. Parce que oui, l'Afrique a été un théâtre central de ce conflit, et les conséquences, on en parle encore aujourd'hui. Voilà le point de départ. Il faut bien comprendre que la Première Guerre mondiale, c'était un conflit européen. Mais l'Afrique a été aspirée dedans, tout simplement parce que ses terres et ses peuples étaient sous la coupe des puissances en guerre. Le continent n'a pas eu son mot à dire. Son destin était lié à celui de ses maîtres coloniaux, et le prix à payer, il a été absolument terrible. Alors, commençons par le plus évident et sans doute le plus tragique, le coût humain. Regardez ce chiffre, plus de 2,5 millions. C'est le nombre total d'Africains, qu'ils soient soldats, porteurs ou travailleurs, qui ont été impliqués dans l'effort de guerre. C'est juste colossal. Pour se donner une idée, ça représente plus de 1% de toute la population du continent à l'époque. C'est une mobilisation d'une échelle qu'on n'avait jamais vue. Mais attention, ce chiffre de 2,5 millions, il cache une réalité qu'on oublie souvent. On pense aux soldats, bien sûr, environ 1 million d'entre eux. Mais pour chaque soldat au front, il fallait en moyenne 3 porteurs. 3! Des hommes, souvent recrutés de force, qui devaient transporter des charges incroyables sur des centaines de kilomètres dans des conditions absolument atroces. C'était l'armée de l'ombre, l'armée invisible, sans qui rien n'aurait été possible. Et bien sûr, le bilan humain est effroyable. On estime qu'au moins 150 000 de ces soldats et porteurs africains sont morts pendant le conflit. Et ça, c'est sans compter les blessés, les traumatisés, des vies fauchées pour une guerre qui, au fond, n'était absolument pas la leur. Pour comprendre la violence de ce recrutement, il suffit de lire les mots d'un gouverneur français de l'époque. Il a parlé d'une véritable chasse à l'homme. Les mots sont forts. Il faut oublier l'image du volontaire qui s'engage. La réalité, c'était le recrutement forcé, les rafles dans les villages, une violence telle qu'un historien a même parlé d'une nouvelle traite des Noirs. Alors, face à cette violence, à cette exploitation, on pourrait penser que la résignation a dominé. Pas du tout. Bien au contraire, les populations africaines ne sont pas restées les bras croisés. La guerre a en fait servi de détonateur à une immense vague de révolte sur tout le continent. Et pourquoi se sont-ils rebellés? Les raisons sont nombreuses. La première, évidemment, c'était le refus de ce recrutement forcé et du travail forcé. Mais il y avait aussi d'autres facteurs. Des appels religieux, comme l'appel au djihad lancé par l'Empire ottoman. Il y avait aussi la crise économique terrible provoquée par la guerre. Et puis, bien sûr, plus profondément, il y avait cette volonté de secouer le joug colonial, de retrouver son indépendance. Et ce n'étaient pas quelques révoltes isolées. Regardez cette chronologie. Ça a éclaté un peu partout. En 1914, la révolte des Egba au Nigeria. En 1915, celle de John Chilembwe dans l'actuel Malawi, ou encore l'invasion de l'Égypte par les Sanoussi. En 1916, au Dahomey. Bref, le continent était en ébullition. Et ça a forcé les puissances coloniales à mobiliser des troupes qui leur manquaient cruellement en Europe, juste pour essayer de garder le contrôle. Au-delà du coût humain et des révoltes, il y a un autre impact majeur, l'économie. La guerre a été une véritable onde de choc qui a complètement déstabilisé les structures économiques du continent. Comment? Imaginez, du jour au lendemain, l'un des principaux partenaires commerciaux de l'Afrique, l'Allemagne, est mis hors jeu. Pour beaucoup de régions, c'était le client numéro 1. Sa disparition a provoqué un séisme, un vrai choc pour l'offre et la demande. Les agriculteurs africains se sont retrouvés coincés dans un étau absolument terrible. D'un côté, les autorités coloniales leur imposaient des prix d'achat très bas pour leurs produits, le coton, les oléagineux, et de l'autre, les produits qu'eux devaient acheter, comme les vêtements ou le carburant, voyaient leur prix exploser, parfois de 50% en une nuit. Résultat, un appauvrissement massif et rapide. Et comme si ça ne suffisait pas, les administrations coloniales réquisitionnaient aussi directement la nourriture, le bétail, la main-d'œuvre, tout ce qui pouvait servir à l'effort de guerre. L'économie de subsistance, celle qui permettait aux gens de vivre au quotidien, a été mise à rude épreuve. Mais c'est un paradoxe fascinant. De tout ce chaos, de toute cette souffrance, quelque chose d'entièrement nouveau a commencé à germer. Une prise de conscience politique qui allait à terme changer la face du continent. C'est peut-être la conséquence la plus importante de toutes et la plus inattendue. Pour la première fois, des centaines de milliers de soldats africains ont vu les Européens se massacrer entre eux. Ils ont vu l'homme blanc saigner, mourir, avoir peur. L'image du colonisateur tout-puissant, infaillible, presque divin, s'est brisée en 1000 morceaux.
Le mythe de la supériorité blanche venait de voler en éclats. Et puis à ce moment-là, une idée nouvelle fait son chemin sur la scène internationale, portée notamment par le président américain Woodrow Wilson. L'autodétermination. Le droit des peuples à choisir leur propre gouvernement. Alors soyons clairs, dans l'esprit de Wilson, ça ne concernait pas vraiment les colonies africaines. Mais peu importe, l'idée était là, et elle a eu un écho phénoménal sur le continent. Et c'est ça le point clé. La guerre a semé les graines du nationalisme africain moderne. Les soldats qui rentraient du front revenaient avec une nouvelle vision du monde et des exigences. Les élites instruites se sont emparées de ce principe d'autodétermination. On l'a vu en Égypte avec le parti Wafd qui réclame l'indépendance à Versailles, ou en Afrique de l'Ouest britannique avec des congrès qui demandent plus de droits politiques. Le mouvement était lancé. Bon, tout ça, ce sont les conséquences profondes. Mais à la fin de la guerre, en 1918, qu'est-ce qui change concrètement pour l'Afrique? Eh bien d'abord, on assiste à une redistribution complète des cartes coloniales. Le grand perdant, c'est l'Allemagne. Elle perd toutes ses colonies africaines. Et qu'est-ce qu'on en fait? On les partage entre les vainqueurs, la France et la Grande-Bretagne principalement, mais aussi la Belgique et l'Afrique du Sud. On invente un nouveau système, un peu hypocrite, appelé les mandats de la Société des Nations. Concrètement, le Cameroun et le Togoland sont coupés en deux, l'Afrique orientale allemande devient en grande partie britannique, et le sud-ouest africain passe sous le contrôle de l'Afrique du Sud. Donc au final, la course à l'Afrique est peut-être terminée, mais le colonialisme, lui, est bien vivant. Il a juste changé de visage. On a une nouvelle phase de domination qui commence, mais cette fois sous le vernis d'une légitimité internationale, celle des mandats. Et c'est là qu'on arrive à la question finale, à ce grand paradoxe. La Première Guerre mondiale a marqué la fin de la première phase de conquête de l'Afrique. Mais n'est-ce pas elle aussi qui, involontairement, a planté les graines qui mèneront, des décennies plus tard, à la fin du colonialisme lui-même? En brisant les mythes et en éveillant les consciences, ce conflit, qui semblait si loin, a en fait déclenché le début de la fin de l'ère coloniale en Afrique.